La séance est ouverte. La parole est à Madame Laure Darcos pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite en effet procéder à des rectifications de vote sur 3 scrutins du 11 juin dernier. Sur le scrutin numéro 305, les sénateurs Cédric Chevalier, Vincent Louault, Alain Marc, Louis Vogel et Dany Wattebled souhaitaient s'abstenir. Les sénateurs Jean-Luc Brault, Pierre-Jean Verzelen, Pierre Medevielle, Marie-Claude Lermytte et Vanina Paoli-Gagin souhaitaient voter pour. Sur le scrutin numéro 306, le sénateur Pierre-Jean Verzelen souhaitait voter contre. Les sénateurs Claude Malhuret, Jean-Luc Brault, Emmanuel Capus, Pierre Medevielle, Dany Wattebled, Marie-Claude Lermytte, Marie-Pierre Besson-Guérin et moi-même souhaitions nous abstenir. Et enfin, sur le scrutin numéro 307, les sénateurs Jean-Pierre Grand, Jean-Luc Brault, Emmanuel Capus, Marie-Claude Lermytte, Marie-Pierre Besson-Guérin et moi-même souhaitions nous abstenir. Je vous remercie. Merci. Acte est donné de votre mise au point. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin concerné. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. La parole est à notre collègue M. Hervé Reynaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, mes chers collègues, cette proposition de loi revêt une importance majeure pour la sécurité de nos concitoyens. Par conséquent, je ne peux que me réjouir que la commission mixte paritaire, qui s'est tenue le 4 juin dernier, ait abouti à un accord, ce qui devrait permettre la promulgation rapide de cette loi. Alors que la menace terroriste demeure très élevée, ce texte devrait permettre un meilleur suivi des individus susceptibles de commettre un acte terroriste, en particulier lorsqu'ils sont atteints de troubles psychiatriques. Nous avons encore tous en tête, à cet égard, le drame de Philippines, de l'attaque au couteau de Mulhouse en février 2025 par un individu radicalisé présentant des troubles mentaux, et il ne s'agit que de quelques exemples. Si l'humanité consiste à faire tout le bien que l'on peut, alors ici nous avons fait œuvre utile, lutter contre l'irréparable. Je remercie et j'y associe mon collègue Charles Redouel pour le travail engagé qui a permis d'aboutir à un compromis. La proposition de loi a pour objet de favoriser l'éloignement des étrangers les plus dangereux en portant à 210 jours la durée des périodes de rétention dont ils peuvent faire l'objet. Là encore, de trop nombreux drames ont montré la nécessité de renforcer notre arsenal législatif en la matière et nous rapprocher des standards européens. Ce texte ne constitue sans doute qu'une étape en la matière. En effet, le règlement européen dit « Retour », dont l'adoption est imminente, devrait permettre de renforcer encore les mesures visant les étrangers qui présentent une menace pour l'ordre public et la sécurité de nos concitoyens. Le travail mené par le Sénat, et je salue l'engagement de notre présidente de la Commission des lois, Muriel Jourda, a été guidé par 2 considérations. D'une part, simplifier et garantir le caractère opérationnel des mesures proposées, et d'autre part, assurer leur proportionnalité et la conformité à la Constitution. Les apports du Sénat sont nombreux. On peut citer à l'article 1er le renforcement des garanties procédurales pour la mise en œuvre de l'injonction de soins psychiatriques. À l'article 6, relatif à la procédure de changement de nom ou de prénom, le Sénat a prévu un mécanisme d'information renforcé de l'officier d'état civil. Les discussions ont été plus nourries en ce qui concerne les dispositions relatives à la rétention administrative. La CMP a néanmoins abouti à un accord qui me paraît équilibré et surtout qui permet de renforcer et de sécuriser le cadre juridique de la rétention administrative. À l'article 8, le texte issu des travaux de la CMP a conservé le seuil de 5 ans de peine d'emprisonnement encourues, et si le champ des infractions a été réduit, certaines infractions particulièrement graves qu'avait ajouté le Sénat, à l'instar du vol accompagné de violence ou de l'extorsion, ont été conservées.
L'article 8 bis vise à encadrer la réitération de la rétention. Cette réitération du placement en rétention est tout à fait essentielle afin d'assurer l'effectivité des décisions d'éloignement. Le compromis trouvé en CMP conserve les plafonds de durée cumulée de rétention prévus par le Sénat, qui s'élèvent à 360 jours pour le régime de droit commun et 540 jours pour le régime dérogatoire. Un nombre maximal de placements en rétention fixé à 5 a été ajouté par la CMP afin de se conformer à l'interprétation faite par le Conseil d'État de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même si cette interprétation n'est pas la nôtre. Enfin, l'article 8 quater est conservé sans modification. Cet article porte à 10 heures le délai pendant lequel l'étranger, à compter de la notification de la décision mettant fin à sa rétention, peut être maintenu à disposition de la justice. Sans cette disposition, à compter du 1er octobre prochain, l'appel du ministère public serait privé d'effet puisque l'étranger serait immédiatement remis en liberté. Au bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Nous avons tenté de conjuguer préservation des libertés individuelles, humanité et protection de nos concitoyens dans un cadre certes plus sécurisé face à des menaces toujours plus insidieuses, mais dont la barbarie nous rappelle qu'elles ont ôté la vie à des innocents. Je vous remercie. Merci Gilles, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. À vous, madame la ministre. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le gouvernement se félicite de l'accord trouvé en commission mixte paritaire qui permet d'aboutir à une proposition de loi à la hauteur des menaces opérationnelles et respectueuse de l'état de droit. Je tiens ici également à remercier Madame la présidente de la commission des lois, Monsieur le rapporteur, pour le travail constructif et de rapprochement des points de vue qui a été effectué en lien avec le rapporteur de l'Assemblée nationale. Depuis l'automne dernier, le gouvernement s'est assuré que ce texte soit conforme aux exigences constitutionnelles. Le Conseil d'État a été saisi à 2 reprises et ses observations ont été intégrées dans le texte. Le texte comprend 2 volets distincts, la lutte contre le terrorisme et l'éloignement des étrangers dangereux. Dans ces 2 domaines, il faut être lucide, des points d'amélioration existaient et des drames nous l'ont tragiquement rappelé. Tout d'abord, sur la lutte contre le terrorisme. Depuis 10 ans, nous avons bâti un solide arsenal de lutte contre le terrorisme. Mais un angle mort devait être comblé. Le passage à l'acte des individus radicalisés présentant des troubles psychiques. S'agissant des individus radicalisés présentant des troubles psychiques, depuis 2020, la moitié des attentats terroristes perpétrés sur notre sol l'ont été par des individus présentant ce profil. Sans stigmatiser les personnes présentant des troubles psychiques, qui ne s'engagent évidemment pas toutes dans des comportements violents, il est vrai que certaines fragilités peuvent favoriser la perméabilité aux thèses radicales. Et l'article 1er de la proposition de loi permettra au préfet d'obliger un individu suivi pour radicalisation terroriste à se soumettre à un examen psychiatrique. Le psychiatre sera choisi par l'individu à partir d'une liste définie par la Cour d'appel. Et je remercie les membres de la CMP d'être revenus à cette position, souhait du gouvernement, pour maximiser les garanties d'indépendance, mais aussi de compétence, puisque ces listes sont actualisées régulièrement. Si l'individu refuse, le juge judiciaire pourra autoriser le préfet à requérir les forces de l'ordre pour l'emmener devant un psychiatre. Il ne s'agit pas de conduire toute personne radicalisée devant un psychiatre. Le préfet prononcera une injonction d'examen uniquement en cas de menace pour la sécurité et uniquement si des troubles mentaux ont commencé à être identifiés par un premier psychiatre. Et la CMP a rétabli cet avis préalable et je le remercie également. Sur l'aménagement de la fin de peine pour les individus condamnés pour terrorisme ou des individus qui se sont radicalisés en prison. Les profils terroristes sont surveillés à leur sortie de prison pour prévenir les passages à l'acte. Et le ministre de l'Intérieur peut prononcer à leur rencontre des mesures individuelles de contrôle administratif
et de surveillance. La proposition de loi permettra de renforcer les leviers judiciaires. Des individus condamnés pour terrorisme peuvent sortir de prison malgré un trouble grave de la personnalité et une probabilité élevée de récidive. Et l'article 2 permettra aux juges, dans des conditions très encadrées, de prononcer à l'issue de la peine un placement dans un centre médico-judiciaire de sûreté. Par ailleurs, des individus condamnés de droit commun peuvent se radicaliser en détention et sortir de prison sans pouvoir faire l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes. L'article 3 permettra d'astreindre les condamnés de droit commun radicalisés à une prise en charge sanitaire et sociale ou les obliger à répondre à des convocations par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative. Enfin, en matière de lutte contre le terrorisme et les individus dangereux, l'article 6 permettra de corriger les effets de bord des procédures simplifiées de changement d'état civil. Les criminels peuvent aujourd'hui changer de nom et de prénom avec un simple formulaire. Désormais, toute personne devra fournir un bulletin numéro 3 du casier judiciaire, une attestation d'inscription ou de non-inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes, mais aussi au fichier des acteurs d'infractions sexuelles. Le second volet de ce texte concerne l'éloignement des étrangers dangereux. Si chaque attentat commis est un échec pour les services de sécurité, il en va également ainsi des crimes. Et je veux avoir ici une pensée pour la jeune Philippine assassinée en septembre 2024, ainsi que pour sa famille. Et la proposition de loi permet 2 avancées majeures. Tout d'abord, la rétention des profils présentant un trouble à l'ordre public au-delà des 90 jours. Actuellement, seuls les étrangers condamnés pour terrorisme peuvent être maintenus dans un centre de rétention au-delà de 90 jours. Et des étrangers dangereux peuvent donc sortir de CRA au 91e jour, alors même qu'ils ont pu être condamnés pour des crimes graves, qu'il s'agisse d'enlèvement, de torture, de séquestration, d'agression ou de viol. Et la proposition de loi permettra de maintenir en rétention jusqu'à 210 jours les étrangers définitivement condamnés pour les crimes et les délits graves et dont le comportement représente encore une menace actuelle et particulièrement grave pour l'ordre public. La CMP a abouti à une rédaction équilibrée, assortie de nombreuses garanties, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. La seconde avancée concerne le maintien en rétention jusqu'à 360 ou 540 jours. C'est avec la même exigence d'opérationnalité et de protection des droits que le régime de réitération a été perfectionné. L'article 8 bis permet le maintien en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même décision d'éloignement s'il représente toujours une menace pour l'ordre public ou s'il est soustrait à ces mesures de surveillance. Le régime retenu par les travaux de la CMP est très encadré et tire les conséquences de la censure intervenue avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Avec le nouveau régime proposé, les étrangers ne pourront être maintenus en rétention que pour une durée maximum de 360 jours, alors que l'actuelle directive retour permet aux États membres d'aller jusqu'à 540 jours, comme le font d'ailleurs la plupart de nos voisins. Et en France, cette durée maximale de 540 jours ne s'appliquera qu'aux étrangers condamnés pour terrorisme ou présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. D'ailleurs, vous le savez, le règlement retour, examiné ce mercredi au Parlement européen, permettra aux États membres d'aller jusqu'à 720 jours, et donc nous restons bien en deçà de cette proposition. En conclusion, dans le droit de fil de ce que je viens d'exposer, je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à voter largement cette proposition de loi qui permettra de mieux protéger les Français. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements présentés ou acceptés par le gouvernement, puis par un seul vote sur l'ensemble du texte. En conséquence, les amendements seront mis aux voix, puis le vote sur les articles sera réservé. Nous passons à la présentation puis au vote de l'amendement présenté avec l'accord du gouvernement et de l'amendement du gouvernement avant d'en venir aux explications de vote des groupes. Alors, pour l'article 6, amendement numéro 1, présenté par M. Reynaud
avec l'accord du gouvernement. Allez-y, chers collègues. Président, il s'agit simplement d'un amendement de précision rédactionnelle. J'imagine que Madame la ministre est favorable puisque c'est avec son accord. Qui est pour? Non. Si, on vote l'amendement. On vote l'amendement, c'est bien ça. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Est adopté. Il ne s'agit pas de l'article encore. Article 8 bis, amendement numéro 2, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le gouvernement a déposé un ultime amendement sur cette proposition afin d'écarter tout risque de censure. Vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur, et je l'ai rappelé aussi dans la discussion préliminaire, l'article 8 en CMP prévoit 2 plafonds. Et l'objectif est là d'avoir un 3e plafond qui consiste à fixer une durée maximale pour chaque nouvelle décision de placement de rétention, 90 jours pour le régime de droit commun, 180 ou 210 jours pour le régime dérogatoire. Donc je vous invite à adopter cet amendement de précision et de robustesse constitutionnelle. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, chers collègues, on entend bien ces éléments de précision qui ne nous apparaissaient pas initialement indispensables, mais cela permettra d'écarter toute erreur d'interprétation. Donc c'est un avis favorable que j'émets à titre personnel puisque la commission des lois n'a pu se réunir. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 2 de l'article 8 bis qui a reçu un avis favorable de la commission puisqu'il était lui-même émis par le gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons aux explications de vote des groupes à raison d'un orateur par groupe. Et nous allons commencer par le groupe Les Républicains avec notre collègue M. Marc-Philippe Daubresse. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous entamons donc les travaux de cette commission mixte paritaire qui a pour objet la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, déposée initialement, on l'a dit, par notre collègue député Charles Rodwell. Cette question, le rapporteur dont je salue l'excellent travail, l'a dit, est essentielle à plusieurs titres. Elle avait été travaillée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio dans la loi du 11 août 2025 que nous avons votée. En premier lieu, ce texte permet de combler plusieurs lacunes dans notre droit qui nous empêchent actuellement de prendre des mesures de bon sens pour prévenir la réalisation de risques d'attentats ou d'autres actes terroristes par des personnes représentant une menace manifeste. Et ceci à un moment où le peuple français attend plus que jamais de ses parlementaires, de ses gouvernants, que tout soit mis en œuvre pour garantir le rôle protecteur de l'État. L'article 1er permet au préfet d'enjoindre à certains profils cumulant radicalisation, troubles psychiatriques et risques sérieux de passage à l'acte de faire l'objet d'un examen psychiatrique. Entouré de garanties procédurales qu'on vient de rappeler, solides, ce dispositif concourt simultanément aux objectifs à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'ordre public. Les pathologies psychiatriques sont surreprésentées parmi les personnes préparant des projets d'attentats terroristes. Afin d'assurer un bon suivi de ces décisions préfectorales délicates, le Parlement en sera tenu pleinement informé. Ce texte comporte également des dispositifs visant à mieux suivre les fins de peine des personnes condamnées pour terrorisme, ainsi qu'à renforcer les moyens de contrôle que sont les Micas, le tout au service de la lutte contre la récidive, ce que la commission des lois du Sénat avait proposé depuis plusieurs années dans un rapport que je lui avais d'ailleurs présenté. Pour prévenir les stratégies de dissimulation d'identité, la proposition de loi encadre également davantage les procédures de changement de nom, la ministre vient de le rappeler. En second lieu, ce texte comprend un important volet, le plus important relatif à la rétention qui rénove et étend le régime dérogatoire de rétention de longue durée jusqu'ici applicable aux seuls étrangers condamnés pour des faits de terrorisme. Nous avions déjà discuté de cette mesure il y a un an après le meurtre ignoble de la jeune Philippine.
Cela avait abouti à l'adoption de la proposition de loi Eustache-Brinio. Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il était nécessaire d'entourer cette loi de davantage de garanties en en censurant une partie. Chacun appréciera. Mais l'urgence persiste à nous doter des outils adéquats pour traiter les situations spécifiques des étrangers retenus présentant un risque pour l'ordre et la sécurité publique. Le présent texte remet l'ouvrage sur le métier et nous nous en félicitons. La nouvelle version de l'article L. 742 alinéa 6 du CESEDA résultant des travaux de nos deux assemblées répond pleinement aux remarques formulées par le Conseil tout en permettant, à titre exceptionnel, le placement en rétention jusqu'à 210 jours d'étrangers condamnés définitivement et qui continueraient à présenter une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le texte vise notamment les auteurs d'atteintes aux personnes ou d'atteintes graves aux biens, ainsi que les personnes liées à la criminalité organisée. Nous considérons qu'une telle mesure permettra enfin de contribuer fortement à éviter de futures tragédies. Enfin, la proposition de loi comprend un certain nombre de dispositifs tirant les conséquences d'autres décisions juridictionnelles et la prise en compte procédurale pour la rétention de 2 censures par le Conseil constitutionnel, ainsi que l'adaptation de notre droit à une évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur la réitération du placement en rétention d'un étranger sur la base d'une unique décision. Permettez-moi ici de saluer la qualité du travail de notre rapporteur Hervé Reynaud, qui a permis de renforcer les mesures contenues dans ce texte en s'inspirant des travaux précédents du Sénat et d'en accroître la robustesse juridique. La commission mixte paritaire ne s'y est pas trompée et a adopté un texte reprenant l'essentiel des positions du Sénat avec des modifications limitées aux articles 1 et 8, avec des compromis qui ne remettent pas en rien en cause d'ailleurs l'économie générale de la version que nous avions votée il y a un mois. En ce moment de graves tensions, nous sommes plus que jamais conscients des fortes et légitimes attentes des Français sur ces sujets et nous voterons évidemment ce texte. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Nicole Duranton pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et ce pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il y a des textes que l'on vote parce que la réalité nous y oblige, parce que des vies ont été brisées, parce que des familles ont été dévastées, parce que la société nous demande à juste titre des comptes. Ce texte est de cela. Nous pensons à Philippine, dont le destin tragique a bouleversé notre pays. Nous pensons à toutes celles et ceux qui ont été victimes d'individus que nos services connaissaient, surveillaient parfois, mais que nos outils juridiques ne permettaient pas d'appréhender. Ce vide-là, cette impuissance-là, cette proposition de loi y répond. Je veux d'emblée saluer la réussite du travail accompli entre nos deux assemblées. Notre collègue de l'Assemblée nationale, le rapporteur Charles Rodwell, et notre rapporteur Hervé Reynaud ont su travailler avec sérieux pour trouver un point d'équilibre entre nos deux versions. Cet équilibre, nous le retrouvons dans la version issue de la commission mixte paritaire et il est bon. Il rejoint d'ailleurs certaines positions que le Sénat avait défendues dans le cadre de la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Ce texte est aussi, et je veux insister, un texte respectueux de l'état de droit. Tout au long de nos travaux, l'avis du Conseil d'État a guidé les débats, tout comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel. À l'issue de la CMP, les garanties procédurales ont été renforcées. Dans ce contexte, l'ensemble de ces mesures forment un arsenal cohérent et complémentaire. L'article 1er crée une injonction d'examen psychiatrique pour des individus présentant à la fois des signes de radicalisation et des troubles mentaux. Ces profils hybrides déjouent nos catégories habituelles et passent trop souvent entre les mailles du filet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 43 individus impliqués dans des projets d'attentats djihadistes en France depuis 2023, 10 présentaient des troubles psychiatriques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réalité que notre droit n'a pas su saisir. Il le fait désormais. L'article 2 crée une mesure de rétention de sûreté pour les condamnés terroristes sortis de prison présentant une probabilité très élevée de récidive. C'est une réponse directe à l'une des situations les plus anxiogènes pour nos concitoyens. Voir un individu condamné
pour terrorisme retrouver sa liberté totale sans filet de sécurité au terme d'une peine qui, aussi longue soit-elle, n'aura pas effacé sa dangerosité. L'article 4 améliore la transmission d'informations entre les services psychiatriques, les préfets et les services de renseignement, parce que la prévention du terrorisme ne peut pas se heurter à des silos administratifs. L'article 6 encadre les demandes de changement de nom pour les individus inscrits au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou sexuelles, parce que changer d'identité ne doit pas permettre de camoufler son passé judiciaire. Quant à l'article 8 et à l'article 8 bis, ils permettent l'allongement de la durée maximale de rétention administrative jusqu'à 210 jours pour les étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement, condamnés et jugés dangereux, et organisent la possibilité d'un nouveau placement en rétention lorsque la menace à l'ordre public persiste. Ces dispositions ont été soigneusement encadrées: plafonnement de la durée cumulée, motivation renforcée, contrôle systématique du juge, précisément pour répondre aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Mes chers collègues, nos concitoyens nous posent une question simple dans sa formulation, lourde lorsqu'elle se révèle. Pourquoi des individus connus, fichés S, surveillés, se retrouvent-ils dans la nature? Cette question, nous l'entendons depuis trop longtemps. Elle exprime une crispation profonde, une confiance entamée dans la capacité de l'État à les protéger. Ce texte n'y répond pas seul. Aucun texte ne le peut. C'est avant tout grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure. Mais il apporte tout de même une réponse. Il comble les vides juridiques réels. Il cible des individus particulièrement dangereux. Il donne à l'administration, aux juges, aux services de renseignement des outils que nous ne leur avions pas donnés. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Jacques Lozach pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de notre collègue Christophe Chailloux, chef de file de mon groupe sur ce texte, que je remplace pour cette intervention. Nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi de Charles Rodwell visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. À la genèse de ce texte, sur laquelle je ne reviendrai pas longuement, se trouvent les tragédies qui ont profondément meurtri notre pays, l'attentat de Mulhouse et le meurtre de Philippine Lenoir de Carlan. Face à de tels crimes, à la détresse des familles et à l'émoi légitime de notre société, notre responsabilité de législateur est d'y apporter une réponse à la fois digne et opérationnelle. C'est précisément cette exigence de fermeté républicaine qui a toujours, permettez-moi de le rappeler, guidé les choix et les votes de notre groupe et de notre famille politique face au terrorisme et à sa dangerosité. Nous n'avons jamais dévié et nous ne dévierons jamais de cette trajectoire. L'efficacité concrète de la sécurité ne peut se construire au détriment de l'État de droit. Lors de la première lecture au Sénat, nous avions alerté la Haute Assemblée sur les fragilités juridiques de ce texte et sur les risques d'impasse opérationnelle. Force est de constater que le compromis issu de la commission mixte paritaire n'a pas levé ces inquiétudes. Sur l'article 1er, relatif à l'injonction d'examen psychiatrique, nous ne pouvons que saluer le rétablissement par la CMP d'un avis médical préalable. Pour autant, la médicalisation de la question sécuritaire est contestée par de nombreux professionnels de santé qui y voient un risque de dévoiement de leur mission de soins. Si la commission mixte paritaire a écarté la version du Sénat à l'article 1er, elle a en revanche validé la logique du Sénat à l'article 8. Le régime dérogatoire de rétention s'appliquera désormais des délits de droit commun relevant des atteintes aux biens, dès lors que la peine encourue atteint 5 ans, englobant ainsi les vols aggravés ou l'extorsion. Le lien direct avec la prévention des attentats s'estompe ainsi au profit d'un durcissement global de la politique d'éloignement. Ce durcissement trouve sa confirmation avec la validation de l'article 8 bis. Ce dispositif instaure un régime de rétention cumulé pouvant atteindre 540 jours pour les profils relevant de la menace terroriste. Nous le redisons encore aujourd'hui,
L'augmentation du temps de rétention n'apporte aucune solution à des blocages qui sont réels. L'allongement des délais ne résoudra pas les blocages diplomatiques liés au laissez-passer consulaire. Comme le rappellent les nombreuses données des associations sur le terrain, plus de la moitié des expulsions effectives se déroulent au cours des 20 premiers jours et 85% interviennent avant le 45e jour. À l'inverse, moins de 10% des éloignements se réalisent au-delà de 2 mois de rétention. Cela démontre bien que l'immense majorité des éloignements effectifs intervient au cours des premières semaines. Prolonger la rétention au-delà ne fera qu'engorger des centres déjà saturés. Enfin, nous regrettons que la commission mixte paritaire ait confirmé la suppression de l'article 8 ter, privant ainsi le Parlement d'un rapport d'évaluation sur l'état des centres de rétention et le respect des droits fondamentaux. Il est regrettable de durcir les outils de privation de liberté sans aucune étude d'impact, tout en refusant d'en évaluer objectivement les conséquences matérielles et humaines. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la sécurité de nos concitoyens mérite des dispositifs juridiquement incontestables et opérationnellement efficaces. Parce que ce texte consacre un affaiblissement du contrôle juridictionnel au profit de l'autorité administrative, le groupe socialiste, écologique et républicain votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire. Si ces conclusions sont votées, notre groupe saisira le Conseil constitutionnel afin de faire examiner ces dispositions qui portent des atteintes manifestes et disproportionnées à nos principes fondamentaux, notamment au regard de cette décision du 7 août 2025. L'émotion, aussi légitime soit-elle, ne doit jamais nous conduire à affaiblir les valeurs de notre République. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Sylvana Silvani pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la commission mixte paritaire a trouvé un accord. Nous en prenons acte sans étonnement. Car ce texte, dès sa genèse, portait en lui sa conclusion. Un compromis sur des mesures que nous n'avons jamais cessé de juger à la fois inefficaces et attentatoires aux libertés fondamentales. De cette proposition de loi dépourvue d'études d'impact, la CMP n'a corrigé aucun défaut. Elle n'a levé aucun des risques d'inconstitutionnalité que le débat parlementaire avait pourtant relevés. L'article 1er est maintenu. Le préfet pourra donc ordonner un examen psychiatrique sous contrainte, sur le fondement de critères éminemment subjectifs. Je cite « des raisons sérieuses de penser ». Eh bien, les professionnels de santé, eux aussi, ont des raisons sérieuses de penser, et de penser qu'il s'agit d'un mauvais dispositif. Et à leurs yeux, ces raisons sont étayées. La Fédération française de psychiatrie, dans le rapport de son groupe de travail publié en 2020, l'a établi. Radicalisation et psychopathologie ne sont pas fongibles. Les mécanismes à l'œuvre dans les trajectoires de radicalisation ne présentent rien de spécifique par rapport au fonctionnement psychique non pathologique. Autrement dit, il n'existe pas de profil psychiatrique du passage à l'acte et confier au psychiatre la mission de le détecter, c'est lui demander de diagnostiquer ce qui ne relève pas du diagnostic. Ce texte fait donc reposer un dispositif de police administrative sur une catégorie clinique qui n'existe pas. On ne saurait mieux construire sur du sable. L'article 8 bis est maintenu. Il organise la réitération du placement en rétention administrative pour l'exécution d'une même décision d'éloignement, avec une durée cumulée pouvant atteindre 360 jours et 540 pour les profils visés à l'article 8. Nous l'avons dit en première lecture, nous le redisons. Les éloignements effectifs interviennent dans les premiers jours de la rétention. Au-delà, on entre dans une logique d'attente des laissez-passer consulaires que l'allongement de la durée de rétention n'accélère en rien et que les tensions diplomatiques que certains ici même ont alimentées rendent encore plus improbables. Le résultat est connu d'avance. Ce texte surchargera
des centres de rétention que le contrôleur général des lieux de privation de liberté qualifie d'indignes. Et puisque la CMP a supprimé jusqu'au rapport d'évaluation prévu à l'article 8 ter, nous enfermerons plus longtemps dans des conditions que nous refusons de regarder. Ce texte souffre d'ailleurs d'un mal qu'aucune commission mixte paritaire ne pouvait corriger. Il mélange les sujets et les genres, psychiatrie et antiterrorisme, rétention administrative et prévention du terrorisme. Et s'agissant des changements de nom, droit civil et sécurité publique, au prix d'un double standard selon le lieu de naissance qui impose aux seules personnes dont l'acte est détenu à l'étranger des conditions supplémentaires pour exercer un droit d'état civil. L'égalité devant la loi ne devrait pas dépendre du lieu où est conservé un acte de naissance. Surtout, ce texte traite les effets, jamais les causes. Il ne finance pas de places en psychiatrie supplémentaires. Il ne crée pas d'équipe de désistance. Il n'améliore aucun accord consulaire. Il n'alloue aucun moyen nouveau à la prévention réelle. Il enferme plus longtemps à un coût humain croissant pour un résultat que 20 ans d'escalade sécuritaire n'ont pas produit et que vous refusez d'évaluer. Nous avons entendu que l'état de droit ne serait ni intangible ni sacré. Nous considérons, nous, qu'une République qui négocie ses principes fondamentaux ne renforce pas la sécurité des citoyens. Elle fragilise les fondements sur lesquels cette sécurité repose. La fermeté, c'est la constance dans les principes et les moyens donnés à ceux qui, sur le terrain, soignent, enquêtent, préviennent et réinsèrent. Ce texte ne leur donne rien, il leur retire même la confiance. Le groupe CRCEK votera contre les conclusions de cette commission mixte paritaire. Merci. La parole est maintenant à notre collègue M. Guy Benarroche pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, disons-le de suite, le texte qui nous revient de la CMP a conservé son essence et donc les mesures que notre groupe a déjà rejetées. Les dispositions du texte qui introduisent des injonctions psychiatriques à la main du préfet comme outil de lutte contre le terrorisme sont aussi dangereuses que peu efficientes. Bien sûr, comme d'habitude, il y a aussi la question des moyens. Si on peut en parler pour une fois, d'ailleurs j'attendais un texte sur l'augmentation des moyens pour construire des CRA, pour les surveillants des CRA, pour les hôpitaux psychiatriques, etc. Mais celui-ci n'existe pas. La psychiatrie est un des parents pauvres de la médecine pourtant, et ce texte de loi ne pourrait être mis en œuvre sans de nouveaux moyens budgétaires, au-delà d'un simple rattrapage indispensable. Je ne crois pas que cela soit prévu, je le regrette, comme je regrette l'hypocrisie d'une inflation législative sans moyens pour une mise en œuvre réelle. Comme d'habitude, une mesure sans moyen d'opérationnalité. Ensuite, la prévention du terrorisme, on le sait, se fait surtout grâce au renseignement, plus que déterminant dans les attentats déjoués, quoique ce ne soit pas évoqué dans cette proposition de loi. Il aurait peut-être mieux valu renforcer ce qui marche. Ce premier article entretient une confusion entre troubles psychiatriques et radicalisation, et pour aller plus loin, entre troubles psychiatriques et dangerosité, et pire encore, une confusion entre idéologie et troubles psychiatriques. Ce raisonnement fallacieux, décliné à l'article 1, prévoit la possibilité pour le préfet de faire obligation à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique, je cite, « au seul fait de prévenir la commission d'actes de terrorisme et en même temps de permettre la protection de la santé ». Injonction qui pourra être suivie sur décision du préfet d'une admission aux soins psychiatriques sans consentement. J'avais pu en parler en séance, mais la marge d'appréciation du préfet est trop dangereuse. Quelles idéologies seront visées à travers ce dispositif ? Y aura-t-il une prise en compte réelle des dangers ? Le courant SL, qui fait l'objet d'une surveillance attentive des services de renseignement territorial français, qui le qualifie de forme la plus préoccupante du masculinisme, les préfets s'intéresseront-ils aussi à ces masculinismes ? Je souhaite également alerter mes collègues sur de nombreux rapports du contrôleur général des lieux de prévention de liberté au sujet des soins sans consentement et des constats édifiants qui ont été établis au sujet des conditions des soins et du respect du droit des malades. Et je continuerai aussi
a dénoncé le détournement du secteur de la psychiatrie en outil sécuritaire. Concernant la partie du texte sur la rétention administrative des étrangers, je condamne avec mon groupe Écologie Solidarité Territoire la énième tentative de la dévoyer et de l'étendre sans justification. Qu'il n'y ait aucune confusion, notre groupe exprime ses réserves sur la rétention, pas sur l'éloignement. C'est l'utilisation de la rétention administrative comme une sorte de peine complémentaire, exempte de toute proportionnalité, qui est le cœur même de ce texte auquel nous, écologistes, nous opposons. D'un point de vue de l'efficacité, tout d'abord, je rappelle que l'écrasante majorité des éloignements, 81%, a lieu dans les 45 premiers jours de rétention. Allonger la rétention ne permet donc pas de mieux éloigner. Notre groupe n'a eu de cesse de le répéter. L'effectivité de l'éloignement de notre territoire, c'est avant tout une question de diplomatie, comme le démontre l'actualité. Ces éloignements ne peuvent matériellement pas être exécutés pour des raisons de laissez-passer diplomatique vers les pays d'origine le plus souvent. D'un point de vue juridique, je rappelle aussi qu'en août dernier, cette tentative d'allongement à 210 jours que nous avions combattue en séance avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui relevait à l'époque que les dispositions contestées permettent de maintenir un étranger en rétention pour une durée particulièrement longue, sans prévoir qu'une telle mesure n'est possible qu'à titre exceptionnel. Nous avons souvent alerté sur des mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés qui se pérennisent souvent et surtout s'étendent de manière trop importante. Ce phénomène de cliquet est un danger pour l'équilibre de nos démocraties, surtout dans les périodes que nous vivons actuellement. D'un point de vue matériel, enfin, cette énième PPL non financée aboutira à de nombreuses difficultés. Les CRA ne sont pas prévus pour être des lieux de longue durée, ni au niveau de leur structure, ni de leur personnel, ni de sa formation, ni de leur financement. Ce ne sont pas des lieux de détention. Cette vision perturbée du rôle de la rétention administrative entretient une confusion avec l'incarcération punitive. Voilà, chers collègues, mon groupe Écologie Solidarité Territoire comprend bien le besoin de protéger notre pays du risque terroriste, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix d'une atteinte disproportionnée aux droits et aux libertés, pas au prix d'un acharnement vers les étrangers, pas au prix de l'instrumentalisation de la psychiatrie. Ce texte comporte des avancées dans l'adaptation de nos droits dans le suivi et la prévention des détenus radicalisés, mais il nous paraît caricatural et dangereux sous tous ses aspects. Nous continuerons de proposer des solutions de prévention et d'accompagnement pour surveiller la radicalisation, y compris en détention. Nous continuerons de dénoncer le glissement depuis trop d'années vers une confusion entre étrangers et dangers, ce détournement de la rétention, aujourd'hui utilisé comme élément de politique sécuritaire, et nous voterons, bien entendu, contre les conclusions de la commission mixte paritaire. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Christopher Jurek pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le calendrier parlementaire est parfois actuel malgré lui. Au moment où la nation réclame justice et fermeté, nous sommes saisis du parcours final d'un texte dont l'objectif est de renforcer considérablement les obligations et les possibilités de coercition de l'État à l'encontre des individus les plus dangereux et pour ceux dont le maintien sur notre sol est rendu impossible par le risque qu'ils font peser sur nos compatriotes. Plus que jamais, alors que nos compatriotes apprennent méduser la trop longue liste des drames évitables, nous devons impérativement renforcer notre arsenal répressif, agir pour que la loi soit appliquée, donner les moyens à la justice et à la police pour remplir leurs difficiles tâches. Certains ont argué de lois de circonstance, d'un calendrier législatif dicté sous la pression du fait divers. Mes chers collègues, nous ne souscrivons pas à cette analyse. Quand un étranger dangereux identifié comme irréparable en immolant une jeune fille, en détruisant sa famille et en attaquant la société, ce sont bien nos lois qui ont failli. Nous voterons bien évidemment pour ce texte, et même s'il ne devait s'appliquer qu'à un petit nombre d'individus, ça serait toujours cela de prix pour protéger nos compatriotes. Sur la question de la rétention de sûreté, le texte ainsi proposé pose, selon nous, les garde-fous nécessaires à sa constitutionnalité. Nous serions d'ailleurs encore étonnés que le Conseil constitutionnel annule une modification législative attendue, correctement rédigée et surtout en adéquation parfaite avec le droit européen, qui pour une fois est plus répressif que le droit français. Nous voilà finalement devant un texte utile, mais qui a encore une petite brique devant le mur juridique que nous devons édifier, tant pour enfin mettre un terme à une immigration massive et ses conséquences sécuritaires, dont l'ombre parcourt toute cette initiative parlementaire, comme le retour de l'ordre et de l'autorité que nos concitoyens attendent et demandent chaque jour plus fortement à mesure que s'égrènent les dérives, les impasses et trop souvent les drames.
En attendant que les grandes lois cadres qui rétabliront, nous l'espérons, dès 2027, les frontières, l'ordre, la sécurité de nos compatriotes, nous voterons ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Michel Masset pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, mes chers collègues, nous avons tous été frappés par l'émotion suscitée par le meurtre de Philippines, par l'attaque du pont de Biracaï ou encore l'assassinat de Stéphanie Monfermé. Chacun de ces passages à l'acte a interrogé la capacité de l'État à intervenir et à prévenir l'irréparable. La sécurité de nos concitoyens est une responsabilité première de la puissance publique. Elle impose de regarder les risques sans angélisme, sans naïveté, mais également sans posture. Car en matière de législation, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, l'émotion ne doit pas présider à notre action. Les faits sont là, notre pays demeure exposé à une menace terroriste réelle, protéiforme, parfois structurée, parfois isolée, parfois mêlée à des troubles psychiatriques. Nous le savons, certains profils échappent encore trop souvent aux catégories classiques de notre droit. La question des soins psychiatriques, notamment, devrait être mieux prise en compte. S'il ne faut pas confondre radicalisation et troubles mentaux, il serait tout aussi imprudent de ne pas voir que certains parcours cumulent une adhésion à une idéologie violente et une fragilité psychique. Dans ces situations, les outils demeurent strictement sécuritaires, montrent leurs limites. De ce point de vue, la création d'une injonction d'examen psychiatrique répond à une difficulté réelle, à condition d'être entouré de garanties suffisantes. De même, l'objectif d'éviter les sorties sèches d'individus particulièrement dangereux ne peut être écarté d'un revers de main. Il est légitime que la société se demande quels outils de suivi, d'évaluation et de prévention peuvent être mobilisés à la fin de la détention d'un condamné pour terrorisme ou d'une personne radicalisée. Il y a donc des aspects de ce texte que nous saluons sans difficulté. Mais le texte issu de la CMP ne se limite pas à ces dispositions. Il confirme également un durcissement très important du régime de la rétention administrative. Nous comprenons l'objectif affiché, permettre l'éloignement des étrangers les plus dangereux, mais la question est de savoir si l'allongement et la réitération de la rétention permettront réellement d'atteindre cet objectif. Or, dans bien des situations, l'obstacle à l'éloignement n'est pas la durée de rétention. Il tient à l'obtention des laissez-passer consulaires, à la coopération des États d'origine, à l'anticipation insuffisante des procédures dès la période d'incarcération ou encore à la capacité matérielle des centres de rétention. Nous ne devons pas travestir la rétention en outil pénal. Retenir plus longtemps n'a de sens que si ce temps supplémentaire permet effectivement d'éloigner. À défaut, nous ne renforçons pas l'efficacité de l'État, nous glissons vers une forme de neutralisation administrative. La CMP a confirmé, je disais, une prolongation de la rétention jusqu'à 210 jours dans certains cas, et la réitération des placements pourra conduire à une durée cumulée de 360 jours portée à 540 jours dans le régime dérogatoire. Les centres de rétention ne sont pas conçus pour accueillir durablement des personnes pendant plusieurs mois. Les tensions qui s'y exercent sont déjà fortes pour les personnes retenues comme pour les personnels qui y travaillent. Je l'avais notamment constaté lors de ma visite du CRA de Toulouse en juillet dernier. La direction, comme les agents de police, se doutait fortement de la pertinence, voire de la faisabilité même, de délais rallongés adoptés l'an dernier, puis censurés par son manque d'équilibre avec les libertés constitutionnelles. Enfin, ce texte ne répond pas suffisamment aux causes structurelles et difficultés qu'il prétend résoudre. Il ne réglera pas les failles d'anticipation entre administration pénitentiaire, préfecture et juridiction, ou les fragilités de notre psychiatrie publique, ou encore les limites de nos politiques de prévention de la récidive.
C'est pourquoi il me semble que le point d'équilibre est fragilisé. Doit-on considérer que les réserves l'emportent sur les avancées? Toutefois, notre groupe se félicite d'être traversé par des sensibilités différentes dont chacun de ses membres demeure libre de son vote. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Isabelle Florennes pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en septembre 2024, une jeune étudiante philippine était assassinée à Paris par un ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui avait été libéré du centre de rétention administrative de Metz quelques jours seulement avant la réception du laissez-passer consulaire qui aurait permis son éloignement. Ce drame a malheureusement mis en lumière de façon tragique les lacunes de notre droit en matière de rétention et de suivi des individus dangereux. Née de ce contexte si dramatique, cette proposition de loi n'est pas seulement une réaction nécessaire, c'est une réponse équilibrée à une question difficile: comment concilier une lutte ferme contre la criminalité violente et le respect des droits fondamentaux? Ce texte s'attaque à deux lacunes réelles de notre droit que nul ne peut sérieusement contester. La première, c'est celle des individus radicalisés souffrant de troubles psychiatriques qui, aujourd'hui, échappent aux dispositifs existants parce qu'aucun d'entre eux n'est véritablement conçu pour leur situation. Les MICAS, les mesures de surveillance administrative classiques, ne permettent pas d'organiser les soins et la surveillance qu'ils nécessitent. La seconde lacune, c'est celle de l'éloignement des étrangers dangereux. La durée de rétention prévue par nos textes actuels est trop courte. Elle ne permet d'exécuter effectivement la décision d'expulsion, ouvrant donc un risque important pour nos concitoyens. Le risque de libérer un étranger dangereux sur notre territoire alors qu'il aurait dû l'avoir quitté. Face à ces constats, le présent texte apporte des réponses proportionnées et juridiquement fondées. Sur le premier volet, la démarche du législateur est cohérente. Elle ne choisit pas entre la logique sécuritaire et la logique sanitaire, elle les articule. L'injonction d'examen psychiatrique, la rétention de sûreté terroriste et la mesure judiciaire de prévention forment un ensemble qui permet de traiter les individus les plus dangereux à l'issue de leur peine sans que leur sortie de détention ne se traduise par un vide total de suivi. Le Sénat a tenu à affirmer explicitement que la protection de la santé des personnes concernées est un objectif poursuivi au même titre que la prévention des actes terroristes. Ce n'est pas un détail, c'est une condition de constitutionnalité du dispositif et c'est aussi une exigence éthique pour notre groupe. Le Sénat a veillé à sécuriser juridiquement l'ensemble de ces mesures, des dispositifs et des garanties comme l'impartialité du psychiatre désigné ou la motivation des ordonnances autorisant les visites domiciliaires permettent d'assurer la validité constitutionnelle et légale des innovations de cette loi. Des dispositifs innovants pour être durables doivent être inattaquables. Sur le second volet, celui de la rétention administrative, la démarche est similaire. Reconstruire un cadre opérationnel juridiquement, valide après les censures successives du Conseil constitutionnel, sans vider le texte de sa substance, tout en garantissant la proportionnalité des décisions. L'extension de la durée de rétention à 210 jours pour les étrangers présentant une grave menace avec des garanties claires constitue un dispositif global et cohérent, tirant les conséquences des décisions juridictionnelles récentes du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Le texte issu de la CMP, qui reprend et confirme largement les travaux du Sénat, est le fruit de ces efforts et de cet équilibre nécessaire. Les dispositions principales ont été préservées, un travail en bonne intelligence pour l'applicabilité et l'efficacité du texte a été mené. Je tiens à saluer notre rapporteur Hervé Reynaud pour son souci constant de trouver le juste équilibre entre efficacité opérationnelle et respect du droit.
Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte dans sa rédaction issue des travaux de la CMP. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Laure Darcos pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. Fruit d'un travail exigeant entre l'Assemblée nationale et le Sénat, cet accord répond à une réalité que nul ne peut ignorer. La menace terroriste demeure élevée sur notre territoire, tandis que les défis liés à la radicalisation, à la récidive et à l'éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public continuent de mettre à l'épreuve notre arsenal juridique. Notre responsabilité est claire face à ces défis. Il s'agit de protéger les Français tout en respectant les principes de l'État de droit. Le premier apport majeur de ce texte est la création d'une procédure d'injonction d'examen psychiatrique à des fins de prévention du terrorisme. Le dispositif vise des situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, en raison à la fois de son adhésion à des thèmes extrémistes, faisant l'apologie d'actes de terrorisme ou incitant à de tels actes, et de comportements susceptibles d'être liés à des troubles mentaux. Le texte encadre strictement cette procédure. Recours suspensif devant le juge administratif, intervention du juge judiciaire en cas de refus de se soumettre à l'examen, et choix du psychiatre par l'intéressé sur une liste établie par la Cour d'appel. Un équilibre entre impératifs de sécurité et protection des droits fondamentaux a été recherché et je m'en félicite. Le deuxième apport essentiel du texte est la création d'une rétention de sûreté terroriste. Cette mesure exceptionnelle vise les criminels terroristes les plus dangereux, condamnés à de longues peines, qui présentent, à leur sortie de prison, une probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie terroriste. Nous savons qu'une minorité de détenus condamnés pour terrorisme demeurent profondément radicalisés malgré des années d'incarcération. Devons-nous accepter de les remettre en liberté sans protection supplémentaire pour nos concitoyens lorsque toutes les évaluations convergent pour souligner l'existence d'un risque majeur de commission d'un nouvel acte terroriste? La réponse est évidemment négative. Cette mesure est entourée de conditions de mise en œuvre strictes. Tout d'abord, elle ne concerne que les auteurs des crimes terroristes les plus graves, condamnés à de longues peines de réclusion. Elle repose par ailleurs sur des expertises médicales, une évaluation pluridisciplinaire approfondie et l'intervention successive de plusieurs juridictions. Elle n'est envisageable que lorsque toutes les autres mesures apparaissent insuffisantes et qu'elles constituent l'unique moyen de prévenir un nouveau crime terroriste. Le texte crée également une mesure judiciaire destinée aux condamnés de droit commun radicalisés présentant un risque terroriste élevé. Il s'agit non seulement de surveiller, mais aussi de favoriser la réinsertion par un accompagnement sanitaire, social, éducatif et psychologique adapté. Le texte associe ainsi prévention de la récidive et réinsertion, parce qu'une politique efficace doit combiner fermeté et accompagnement. Par ailleurs, les dispositions relatives au changement de prénom et de nom permettent de prévenir des stratégies de dissimulation d'identité utilisées par certains individus inscrits dans des fichiers relatifs au terrorisme ou à des infractions particulièrement graves. Enfin, le texte renforce l'efficacité de la rétention administrative des étrangers représentant une menace particulièrement grave pour l'ordre public. Il s'agit de mieux assurer l'exécution des peines d'éloignement lorsque sont en cause des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité. Madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi ne prétend pas supprimer tout risque. Aucune démocratie ne peut offrir une telle garantie. En revanche, ce texte apporte des réponses concrètes à des situations que notre droit ne traitait pas toujours de manière satisfaisante. Il renforce nos capacités de prévention, il améliore le suivi des individus les plus dangereux, il consolide l'exécution des décisions administratives et judiciaires. Surtout, il le fait dans un cadre respectueux de nos principes constitutionnels. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte. Et bien évidemment, nous avons pensé à Philippine et sa famille pendant toute la durée des discussions de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix
l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement présenté avec l'accord du Gouvernement et l'amendement du Gouvernement. Je suis saisi sur l'ensemble du scrutin d'une demande de scrutin public par la commission des lois. Donc, à vos pupitres, le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter? Le scrutin est clos. Alors, votant 345, exprimé 335, pour 233, contre 102. Le Sénat a adopté. Je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue 2 minutes.